suis écrivain, scénariste, réalisatrice. Plein de choses qui font que je peux raconter des histoires, parfois dormir debout, parfois graves, parfois drôles. Mon dernier roman, qui s'appelle C, est une sorte de satire politico-sociale pour essayer de rire de cette actualité sombre. L'écriture, c'est la grande histoire d'amour de ma vie. J'écris du matin au soir et du soir au matin. Je me souviens même pas ne pas avoir écrit. C'est peut-être arrivé avant même que je marche. Je suis Kerenan, je suis très heureuse de vous raconter à travers cet album des instants de vie à Paris. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. On regarde les vallées de notre vie, on les raconte à travers l'eau, à travers la ville, à travers les pavés, à travers les amoureux, à travers le sang et à travers ceux qui nous manquent, qui ne sont plus là. J'ai essayé de traduire ça avec des mots, des syntaxes, des vers d'une certaine manière. J'aime la poésie, c'est important pour moi, mais j'aime aussi l'architecture classique des chansons. J'ai jamais vu, je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure. Cette semaine, dans le Paris des Arts, le grand retour de Kerenan, dont le nouvel album Paris Amour vient de sortir. Elle nous fera découvrir son chemin de création. Dans notre coup de cœur, Les Demoiselles de Rochefort, la nouvelle comédie musicale du Lido. Mais tout de suite, on va retrouver Amanda Sters qui va nous parler de son nouveau roman. Il s'intitule C. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Amanda, vous avez publié votre premier roman, vous aviez à peine 24 ans, vous avez signé des scénarios de films, de séries, écrit des comédies musicales, des chansons. Vous continuez d'explorer nos fractures intimes et collectives avec ce nouveau roman qui vient de paraître, C. En quelques mots, dites-nous de quoi il parle. Alors, il parle d'un couple qui se réveille et découvre au plafond de son appartement un champignon qui pousse sans aucune raison valable. Il n'y a pas d'inondation en haut. On ne sait même pas vraiment quelle est l'espèce de champignon qui pousse. Ce champignon va commencer à empoisonner peu à peu les rapports de ces deux personnages principaux qui sont déjà assez différents, puisque c'est un couple mixte. Elle, c'est une éditrice parisienne qui vote à gauche et qui est juive. À ce moment-là, c'était quand ils se sont rencontrés, c'était un détail. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus important. Surtout post-7 octobre, où elle se retrouve un peu dans une sorte d'entrisme qui effraie son mari, qui lui est normand, catholique, traditionnaliste, et qui a beaucoup de mal à comprendre cette obsession du 7 octobre et de l'antisémitisme. Et il va rencontrer une femme avec laquelle il va tromper sa femme, non seulement physiquement, mais aussi moralement, puisque cette femme vote Rassemblement National et va commencer à l'entraîner dans des meetings de Jordan Bardella. Donc c'est cet empoisonnement du champignon va prendre toute la place et dans leur histoire d'amour et dans la société française que je décris tout autour et qui est en train de pourrir. En explorant la métamorphose de ce couple, vous dépeignez aussi tout ce qu'il y a de plus nauséabond dans notre société, la montée des extrémismes de toutes parts, la recrudescence des actes antisémites, par ricochet le repli de la communauté juive, repli identitaire, aussi le ras-le-bol d'une partie de la population qui en a marre qu'on lui demande de prendre parti. Pour vous, la France, elle est comme ça, elle est obsédée par les questions identitaires, elle est totalement fracturée, elle est sans nuance. Je parle de la France, mais je pense que c'est quelque chose d'assez mondial. On voit d'ailleurs dans le choix récent des présidents un peu partout à quel point on a besoin de haine et de stigmatisation. Je
Je pense que c'est un monde polarisé, que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène puisqu'il faut immédiatement pouvoir brandir le drapeau d'un pays en guerre comme si on était en train d'arbitrer un match de foot. Et tout devient du marketing. C'est presque devenu transgressif d'être nuancé. Vous le disiez, en un clic, il faut pouvoir détester ou adorer. Oui, il y a quelque chose de cet ordre et l'avènement de la bêtise, le C, c'est aussi le C de connerie. Et c'est le grand danger aujourd'hui, c'est l'absence de densité dans tous les propos tenus. Et donc il y a une impossibilité de comprendre les sujets de fond. Ce roman, je sais qu'il est né d'une impulsion, d'une remarque qui vous a heurté dans un dîner en ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce déclic ? Ah oui, je dînais à une table où il y avait une douzaine de personnes. J'ai assez vite compris qu'une grande majorité de la table votait Rassemblement National de manière assez décomplexée, ce qui est nouveau. Et une personne m'a dit « Mais toi, en tant que juive, tu devrais être contente puisqu'on va te débarrasser des Arabes. » Et je lui ai dit « Mais je demande à être débarrassée de personne. Pour moi, une haine en vaut une autre. » Et elle me dit « Mais il y a quand même des juifs qui votent Rassemblement National. » Je dis « Oui, sûrement des gens perdus ou des gens qui ont peur et des gens qui n'ont pas les moyens intellectuels de comprendre que ce même Rassemblement National a encore des liens avec ce qui était le nazisme jadis et avec une droite traditionnelle ultra antisémite, en plus d'être islamophobe et j'en passe. » Et cette personne m'a répondu « Oui, mais les juifs ne sont plus notre priorité. » J'ai quitté cette table, j'étais outrée. Ce qui m'a le plus choquée, c'est surtout que je sois la seule à le faire et que c'est resté dans un silence de mort, quoi. Vous avez construit une œuvre à multiples facettes. Vous êtes romancière, mais vous êtes aussi scénariste, réalisatrice, parolière. Quelle est aujourd'hui la discipline qui vous semble la plus essentielle à votre envie de raconter le monde ? Je suis romancière profondément, c'est mon rêve d'enfant de faire ça. Ça a toujours été ce qui me portait et c'est vraiment, en tout cas si je devais choisir une de mes fonctions, ce serait celle-là. Mais l'exercice collectif de la réalisation, c'est assez formidable. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement talentueux sur mes films et C va d'ailleurs devenir un film à son tour. Ah oui, c'est vrai. Ça y est, c'est déjà signé. Ouais. Vous allez réaliser, évidemment. Et je vais réaliser. C'était pas si évident pour moi au début, mais oui, je suis en train d'adapter le roman. Je sais que mes mains qui ne cherchent d'habitude que les voix et les veines d'un piano de... Kerenan, c'est une voix singulière, une plume délicate et une musicienne qui, depuis 25 ans, trace un chemin unique entre folk, pop et poésie. Je sais que ton cœur, tant brisé par une autre, est venu rechercher un peu de réconfort dans des places... Après avoir collaboré avec Henri Salvador ou Benjamin Biolay, elle revient avec un nouvel album, intime et lumineux, écrit au cœur de Paris, sa ville d'adoption, entre mélancolie et pulsion de vie. Mais qui souvent, hélas, me laisse de glace. Bonjour Kerenan. Bonjour. Votre nouvel album s'appelle Paris Amour et non pas Paris Mon Amour. La nuance est de taille parce que ce n'est pas un album sur Paris, c'est un album qui est né à Paris. Comment est-ce que vous l'avez construit ? En fait, cet album, c'est un peu ma maison. On rentre dans ma maison, on rentre dans le lieu où je recueille tout ce que je vis, ou ce dernier chapitre, qui est mon 10e chapitre sonore. Et en fait, où je donne une forme physique à tous ces instants de vie. Cette pièce où il y a le piano, où il y a des guitares, où je me retrouve le matin avant que Paris s'éveille justement pour la raconter, mais aussi lui raconter à Paris ce que je traverse aussi. J'apprécie tes copains chics, anglo-saxons, philosophes, écrivains, tous en dépression. C'est charmant mais c'est mort, ça me demande trop d'efforts, mon amour. Dans vos textes, il y a de la poésie, il y a de l'amour, mais il y a aussi l'écho de ces guerres qui vous touchent de près. Je pense notamment à ce titre, L'écho des tirs, qui parle très directement des attaques terroristes du 7 octobre 2023 en Israël. C'est difficile, j'imagine, d'allier poésie avec le chaos du monde. Mon rôle, d'une certaine manière, est d'arriver à verbaliser certaines choses, certaines émotions. Parfois, c'est à travers la musique seulement, parfois c'est à travers les mots, et parfois c'est l'ensemble.
Je pense qu'on parle, l'écho de ce qui est arrivé, il a encore lieu. On est encore en plein dedans. Et je le sens autour de moi et j'ai peur qu'on soit un peu à l'aube de quelque chose de bien pire, car l'histoire nous l'a montré. Donc je suis obligée de le raconter, puisque même si je l'emmène entre 4 murs pour le raconter, même si c'est quelque chose de très très personnel et c'est un récit qui me concerne, je pense qu'on peut se retrouver dedans et que personnellement, c'est un langage qui me permet le dialogue. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez souvent collaboré avec d'autres artistes. C'était important pour cet album-ci de vous recentrer sur votre voix, de le construire, comme vous l'avez dit, dans l'intimité de cet appartement parisien à Montmartre? Alors, je dirais que chacun de mes albums est très personnel. Et c'est vrai que celui-là, il est exceptionnellement, pour moi, intime en plus. Il révèle énormément de choses qui concernent aussi là où je me retrouve en tant que femme, en tant qu'amoureuse, en tant qu'auteur. C'est-à-dire que la chanson, c'est une architecture qui existe depuis des siècles. C'est la folk song irlandaise, c'est couplet, refrain, pont, refrain. Et à chaque fois, j'ai besoin de redécouvrir et de re-rencontrer cet exercice pour pouvoir raconter d'une manière nouvelle. Et comment est-ce que vous avez construit le son entre le piano, les cordes, l'électro, les influences hip-hop? Chaque titre était un voyage sonore très très intéressant. C'est ce que j'aime faire, j'aime la production, j'aime traduire le son d'une pièce à l'autre et d'une pièce à l'enregistrement avec tous les moyens techniques que ça demande et avec tout le savoir technique d'ingénieur. Pour moi, c'est une chance de travailler avec des grands ingénieurs et des grands musiciens. Hit me up, avant que tombe la pluie de l'enfer. Je peux m'en passer, mais je peux pas m'en défaire. Dans notre coup de cœur, je vous emmène sur les Champs-Élysées, au Lido, qui a changé de peau. Fini les plumes et les Bluebell Girls. Place au spectacle musical. Sous la direction de Jean-Luc Choplin, le mythique cabaret parisien accueille Les Demoiselles de Rochefort, chef-d'œuvre de Jacques Demy et Michel Legrand, revisité avec une énergie lyrique et moderne. Jean-Luc Choplin, vous avez fait de cet endroit un haut lieu du théâtre musical. La scénographie, elle est exceptionnelle. Il y a des décors tournants, un orchestre qui est visible, des projections 3D. Quelle est votre intention? C'est de donner du grand spectacle, un peu dans la continuité de ce qu'étaient les revues du Lido il y a longtemps, c'est-à-dire de surprendre. C'est aussi une place à la musique vivante, des chanteurs, des danseurs vraiment chevronnés, des acteurs aussi. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Do, ré, mi, fa, do, si, si, do, ré, mi, 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 si, la. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Alors en ce moment à l'affiche, il y a Les Demoiselles de Rochefort. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier la nostalgie du film avec cette modernité que vous revendiquez pour ce spectacle? C'était le challenge de s'attaquer à ce monument de la culture française. Il fallait garder l'esprit de ce film, l'esprit des couleurs, l'esprit de l'humour de Jacques Demy, la grande musique de Michel Legrand. Donc il fallait créer un univers magique, d'où ces écrans absolument extraordinaires, ce travail 3D qui vous met tout de suite dans un univers féerique. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. C'est un hymne à la joie, à l'amour. Et c'est un sacré pari par les temps qui courent. Oui, c'était... Vous savez, quand on regarde le film, on se dit, oh là là, beaucoup de rencontres ratées, au fond. Les gens se manquent tout au long du film. Mais bon, à la fin, on est plutôt dans le happy end, bien que on garde une interrogation quand même. Est-ce que Delphine et Maxence... suspense intenable. On va pas spoiler. De cette histoire d'amour. Réponse en venant, évidemment, voir Les Demoiselles au Lido, bien sûr.
Merci beaucoup Jean-Luc Choplin. Merci à vous. On va évidemment se quitter en musique et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.